70 ans. 70 ans à porter le poids des faux sourires, des attentes voilées et des mains tendues. Elle, âge, pèse sur mes os, mais pas autant que le fardeau de décennies passées à soutenir une farce appelée famille. Ce jeudi après-midi, le ciel de São Paulo était d'un bleu rare, comme si la nature voulait témoigner de ce qui allait se passer. Tout en rangeant les tasses en porcelaine chinoise héritée de ma mère, ironie des ironies, je regardais par la fenêtre les voitures de luxe se garer l'une après l'autre dans l'allée. Une Mercedes noire, Ricardo, toujours en train de frimer, une BMW blanche, Cecilia et ce mari qui ne me regarde jamais dans les yeux, une Audi rouge, Julia, toujours en train d'attirer l'attention. Mes 3 enfants, leurs conjoints réticents, mes 5 petits-enfants qui s'ennuient. Tous ponctuellement présents pour le thé spécial que j'ai annoncé la semaine dernière. L'horloge du salon, cadeau d'Eduardo pour notre 30e anniversaire de mariage, sonnait exactement 15 heures. La ponctualité n'a jamais été une caractéristique de ma famille, sauf quand l'argent était en jeu. J'ai dû retenir un sourire amer en les regardant sortir de leur voiture, mettre des vêtements de luxe et répéter leur sourire, comme ils sont prévisibles. Il suffisait de dire que j'avais quelque chose d'important à communiquer pour qu'ils apparaissent comme des fourmis attirées par le sucre renversé. Au cours des 5 dernières années, depuis la mort d'Eduardo après 52 ans de mariage, j'ai à peine réussi à réunir la moitié d'entre eux pour un déjeuner dominical. Les appels pour mon anniversaire étaient rares et précipités. Les visites, lorsqu'elles avaient lieu, duraient exactement le temps d'une tasse de café et se terminaient invariablement par une demande financière déguisée en inquiétude. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le monde a trouvé du temps dans son emploi du temps chargé. J'ai touché le collier de perles que j'avais autour du cou, un cadeau d'Eduardo pour notre premier anniversaire de mariage, lorsque nous avions à peine de quoi manger. Nous étions jeunes, amoureux et pauvres. Il avait économisé pendant des mois pour m'offrir ces fausses perles qui, à l'époque, semblaient plus précieuses que n'importe quel vrai bijou. Des années plus tard, lorsque nous avons enfin prospéré, il a insisté pour les remplacer par de vraies perles. J'ai refusé. Certaines choses ne peuvent pas être remplacées par des versions plus chères. C'est une chose que mes enfants n'ont jamais comprise. On sonne à la porte. Zulmira, qui travaille avec moi depuis près de 40 ans, plus amie qu'employée, m'a jeté un regard complice avant de répondre. Elle savait ce qui se préparait. Elle était la seule personne à qui je confiais mes projets. « Grand-mère, quelle belle robe !» s'exclame Mariana, l'aînée de mes petites filles, 22 ans, en entrant la première par une accolade calculée et en m'embrassant sur la joue avec cette délicatesse artificielle qui me donne la chair de poule. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, parcouraient rapidement la pièce, évaluant, calculant. Ils s'arrêtèrent un instant sur le tableau de Portinari accroché au mur, celui dont Ricardo disait toujours qu'il serait parfait dans son bureau. « Merci, ma chère. C'est l'un des tableaux préférés de ton grand-père, » ai-je répondu, sachant qu'elle ne pouvait même pas se souvenir de son visage sans regarder des photos. Eduardo est mort quand elle avait 17 ans, mais au cours des 2 dernières années de sa vie, Mariana lui a rendu visite exactement 3 fois, toujours pour lui demander de l'argent pour un voyage ou un cours à l'étranger. L'un après l'autre, ils sont arrivés avec leurs cadeaux inutiles. Des chocolats qu'ils savent que je ne peux pas manger à cause de mon diabète, des fleurs qui me causent des allergies, des étreintes inconfortables, comme si J était faite de cristal fragile, et ce regard, ils avaient tout le même regard. Celui qui disait « Combien de temps dois-je encore faire semblant avant de savoir combien je vais gagner ?» Le salon, grand et aéré, avec ses canapés victoriens et ses tapis persans, paraissait petit avec tant de faux personnages qui prenèrent de la place. Je regardais Ricardo, mon aîné, 50 ans, avocat prospère, divorcé 3 fois, père absent de 2 enfants, se déplacer dans la pièce comme si elle lui appartenait déjà. Cecilia, 47 ans, toujours dans l'ombre de son homme d'affaires de mari, examinait discrètement les objets en argent exposés dans le cabinet de cristal, estimant probablement leur valeur. Julia, ma cadette de 43 ans, elle éternelle irresponsable, buvait du champagne avant que tout le monde se soit assis, riant trop fort à des blagues que personne ne faisait. J'ai servi le thé Earl Grey qu'Eduardo et moi avions découvert lors de notre seul voyage en Angleterre, un plaisir que je réserve aux grandes occasions. J'ai distribué les friandises que j'avais passé la matinée à préparer, les casadinhos que Ricardo adorait quand il était petit, les quindins qui faisaient les délices de Cecilia, les bonbons cadeaux que Julia volait toujours dans la cuisine. Je voulais voir si quelqu'un remarquerait ce petit détail,
ce dernier acte d'amour maternel. Personne ne l'a remarqué. J'ai entendu parler des voyages à Paris, des emplois importants, des résultats scolaires des petits-enfants. Ricardo a parlé pendant 20 minutes de sa nouvelle affaire à la Cour suprême. Cecilia a détaillé les rénovations de sa maison sur la plage de Guarujá. Julia a montré des photos de son récent voyage à Bali. Personne n'a posé de questions sur moi. Sur la façon dont je passe mes journées dans cette maison trop grande pour une femme seule. Sur mes nouveaux amis du centre communautaire pour personnes âgées que j'ai commencé à fréquenter. Des livres de philosophie que j'ai enfin le temps de lire. Du cours de peinture que j'ai commencé à l'âge de 69 ans. Lorsque les tasses furent vides et que l'anxiété fut palpable dans l'air, j'entendais presque ces pensées impatientes. « Allons-y, j'ai un rendez-vous plus tard. » Je me suis levé lentement, sentant le poids des années sur mon dos. Le silence s'est abattu sur la pièce comme un lourd rideau. J'ai vu mon fils aîné, Ricardo, ajuster sa posture, ce mouvement qu'il faisait toujours au tribunal avant un argument décisif. Cecilia, ma fille du milieu, tenait la main de son mari, ses doigts serrant la sienne assez fort pour laisser une marque. Julia, la plus jeune, souriait ouvertement, penchée en avant, la plus transparente dans sa cupidité. Pour la première fois depuis leur arrivée, mes petits-enfants ont cessé de tripoter leur téléphone portable. Pedro, le fils de Cecilia, âgé de 25 ans, étudiant en médecine depuis toujours aux frais de sa grand-mère, m'a regardé avec un mélange d'ennui et d'attente. Mariana lissait ses cheveux, un geste nerveux qu'elle avait hérité de son père. Les trois autres, 2 adolescentes et un garçon de 10 ans que je connaissais à peine, avaient l'air de s'ennuyer, probablement impatients de retourner à leurs jeux électroniques et à leurs réseaux sociaux. « Merci à tous d'être venus », ai-je commencé, sentant une surprenante sérénité parcourir mon corps. Des années d'anxiété, de doute, de nuits blanches à remettre en question ma décision, et maintenant, rien. Juste de la clarté. Je sais que vous êtes curieux de connaître la raison de cette réunion. Sourire nerveux et hochement de tête. Le mari de Cecilia. Comment s'appelle-t-il déjà? Alberto? Roberto? C'est fou comme, après 15 ans, je ne m'en souviens toujours pas. Il sort un petit carnet de sa poche, prêt à noter des chiffres et des divisions. Je me fais vieux, continuai-je, remarquant que cette simple constatation faisait briller les yeux de Ricardo d'une impatience presque indécente. 70 ans, ce n'est pas rien. Et le moment est venu de parler de l'avenir, de ce qu'il adviendra de tout ce que j'ai construit avec ton grand-père. Je pouvais presque entendre les calculs mentaux de chacun d'entre eux. Le manoir de Morumbi, évalué à quelques millions, la propriété d'Atibaia, qu'Eduardo a acheté pour une bouchée de pain dans les années 70 et qui vaut aujourd'hui une fortune, l'appartement sur la plage, les placements financiers qu'Eduardo, toujours prudent, a diversifiés au fil des ans, les bijoux de famille, dont le collier d'émeraude qui appartenait à ma grand-mère, les œuvres d'art soigneusement collectionnées au fil des décennies. J'ai bu une gorgée d'eau, m'accordant un dernier moment de contemplation. J'ai pensé à Eduardo, à la façon dont il secouait la tête avec cette expression de compréhension que seules 50 années de vie commune permettent de reconnaître. J'ai pensé aux sacrifices que nous avons faits, aux nuits blanches passées à s'inquiéter des factures, à la joie sincère que nous avons ressentie lorsque nous avons pu donner à nos enfants ce que nous n'avions jamais eu. J'ai pensé à la façon dont cette joie s'est lentement transformée en attente, puis en obligation et enfin en exploitation. J'ai pris une grande inspiration et je les ai regardés dans les yeux, l'un après l'autre, m'attardant un peu plus sur celui de Julia, si semblable au mien, avant de prononcer les mots que je répétais depuis des mois. « Aucun d'entre vous n'héritera de quoi que ce soit. » Un silence stupéfait s'est emparé de la pièce pendant 2, voire 3 secondes. C était comme si le temps S était figé en une image grotesque. Bouche entr'ouverte, sourcils levés, yeux fixés sur moi comme si je venais d'annoncer que la terre était plate. J'ai entendu le bruit lointain des couverts dans la cuisine, où Zulmira souriait probablement en faisant la vaisselle. Ricardo a été le premier à réagir, avec un rire forcé qui n'a pas atteint ses yeux bruns comme ceux de son père, mais sans la chaleur que ceux d'Eduardo dégagèrent toujours. « C'est bien, maman. Toujours avec ton humour décalé, » dit-il en regardant autour de lui, comme pour trouver des complices à la plaisanterie qu'il pensait que je faisais. « Maintenant, sérieusement, j'imagine que vous avez pensé à une sorte de partage équitable, en tenant compte, bien sûr, de la situation et des besoins de chacun. »
Je me tiens droite, me remerciant mentalement pour les cours de pilates que j'ai commencé à 65 ans, contre les recommandations de Cécilia qui insistait sur le fait que les gens de votre âge ne devraient ne faire que de la marche légère. « Ce n'est pas une blague, Ricardo », ai-je répondu calmement, en posant ma tasse en porcelaine anglaise sur la table avec un tintement délicat. La tasse faisait partie d'un ensemble qu'Eduardo m'avait offert pour notre 30e anniversaire. J'ai pris ma décision après mûre réflexion. Tous les biens que j'ai accumulés avec ton père seront donnés de mon vivant à des projets sociaux destinés aux femmes âgées. Des femmes comme moi, qui ont consacré leur vie à leur famille et qui ont besoin de redécouvrir qui elles sont. La transformation des visages autour de moi a été immédiate et fascinante à observer. Comme si les masques tombaient au ralenti. Cécilia s'est étouffée avec son thé, son visage pâle devenant rouge, les veines de son cou apparaissant en toussant. Son mari, Roberto, lui tapote maladroitement le dos. Son propre visage est un mélange de choc et de calcul, probablement déjà en train de penser à la somme d'argent qu'il vient de perdre. Julia laissa tomber l'assiette en porcelaine qu'elle tenait. Elle se brisa sur le sol en marbre, les morceaux éparpillant comme la farce familiale qui venait d'être détruite. Les petits-enfants eurent des réactions diverses. Pedro semblait vraiment confus, comme si l'idée de ne pas recevoir d'argent de sa grand-mère lui était totalement étrangère. Mariana se figea, sa fourchette à confiture à mi-chemin de sa bouche, ses yeux calculateurs évaluant déjà l'impact de cette nouvelle réalité sur ses projets. Les deux adolescents ont échangé un regard incrédule avant de se tourner vers leur téléphone portable, informant probablement leurs amis du drame familial en temps réel. Le plus jeune, Gabriel, le petit-fils de Julia, âgé d'à peine 10 ans, continuait à manger son bonbon, inconscient de la tempête émotionnelle qui se préparait autour de lui. « Vous n'êtes pas sérieuse, madame », rétablit d'abord Julia, les yeux plissés et la voix tremblante d'indignation. Elle avait toujours été la plus explosive, la plus transparente. « C'est absurde, c'est injuste, c'est cruel !»« Cruel ?» Je répète le mot lentement, sentant son poids sur ma langue. Intéressant choix de mots, Julia. Cruel, comme d'oublier le 80e anniversaire de ton père. Cruel comme le fait de ne rendre visite à votre mère que lorsque vous avez besoin d'argent pour couvrir un nouveau divorce? Ou cruel comme de faire mentir votre fille sur l'endroit où vous étiez lorsque j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner à l'opération de la cataracte? Julia pâlit. Les souvenirs gênants ont cet effet. C'est mon argent, ma maison, ma propriété, ai-je poursuivi, sentant une force grandir en moi, une force que je ne savais pas avoir, qui était peut-être restée en sommeil pendant des décennies sous des couches d'attente sociale et de sacrifices maternels. J'ai construit tout cela avec ton père, pas avec toi. Tu en as profité, tu l'as demandé, tu l'as exigé. Elle, école de médecine de Pedro? Qui a payé pour ça? L'appartement quand tu as divorcé, Julia? D'où venait l'argent? L'aide pour ouvrir ton bureau, Ricardo? Tu te souviens qui a signé comme garant? Mais c'est différent. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, tes héritiers légitimes. S, écrit Ricardo, qui se lève brusquement et renverse avec fracas la chaise qui se trouve derrière lui. Le masque du fils compréhensif qu'il avait porté pendant des décennies était complètement tombé, révélant le visage brut de la cupidité. Son visage, si semblable à celui d'Eduardo par ses traits, se contorsionnait maintenant en une expression que mon mari n'aurait jamais faite. J'ai demandé « héritier de quoi exactement ?» en gardant une voix stable, même si je sentais mon cœur s'emballer. Non pas de peur, mais d'une étrange exaltation. C était comme enlever enfin une chaussure trop serrée après l'avoir portée pendant des décennies. De mon travail, de mes sacrifices, de l'amour que j'ai donné et que j'ai rarement vu réciproque, penses-tu mériter d'hériter des fruits d'une vie à laquelle tu as à peine participé? C'est comme si j'avais ouvert les vannes d'un barrage. Des années, des décennies de ressentiment, de demandes non satisfaites, d'ingratitude ont explosé en cris, accusations et menaces. Le salon, autrefois ordonné et élégant, s'est transformé en un champ de bataille émotionnel. « Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est illégal », s'écrie Ricardo, le visage à quelques centimètres du mien, l'haleine chargée d'une odeur de whisky de luxe. Il y a une chose que l'on appelle légitime. Maman, 50% de tes biens doivent aller aux héritiers nécessaires, que tu le veuilles ou non, et qui va s'occuper de toi quand tu seras plus âgé? Quand tu auras besoin d'aide? Demande Cécilia, qui se remet du choc initial,
des larmes coulant sur son visage. Non pas de tristesse, je le remarque, mais de colère. Du mascara coûteux formait des traînées noires sur ses joues. Tu crois que ces organisations caritatives vont se préoccuper de toi comme nous le faisons? J'ai dû retenir un rire amer. S'intéresser à moi? À quand remonte la dernière fois que Cécilia a appelé juste pour savoir comment j'allais, sans rien demander en retour? Julia n'a pas pris la peine d'argumenter. Elle s'est contentée de crier que J était devenue folle, que J était sénile, que J était probablement manipulée par un profiteur. Son ex-mari, le père de ses enfants, était psychiatre. Il est ironique de constater qu'elle utilise maintenant des termes médicaux sur la santé mentale avec l'assurance de quelqu'un qui comprend le sujet. Les petits-enfants, mal à l'aise face à l'emportement de leurs parents, se sont retirés dans les coins de la pièce. Pedro étreint Mariana, qui semble sur le point de s'effondrer. Les adolescents finissent par ranger leur téléphone portable. Leurs visages pâlissent sous l'intensité de la dispute. Gabriel se met à pleurer en silence, peu habitué à voir les adultes perdre le contrôle. Au milieu du chaos, j'ai remarqué la plus jeune de mes petites filles, Laura, la fille du premier mariage de Ricardo. Âgée de 15 ans, avec des cheveux noirs et des traits délicats qui ressemblaient plus à sa mère qu'à son père, elle était toujours silencieuse, toujours en train d'observer. Elle était partiellement cachée derrière une colonne art déco qu'Eduardo affectionnait. Son téléphone portable levé discrètement, la lumière rouge d'enregistrement clignotant comme un petit phare dans la tempête. Nos regards se sont croisés un instant à travers le pandémonium, et je n'ai pas vu en elle la fureur des autres. J'ai vu de la curiosité, de l'intérêt, peut-être même une lueur de compréhension. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas, maman? Froide, calculatrice, accuse Ricardo en frappant la table du poing, faisant sauter les tasses. Papa a toujours été le cœur de la famille. Il ne nous ferait jamais ça. Cela m'a fait l'effet d'une gifle. Eduardo, mon Eduardo, qui a cumulé 2 emplois pendant 20 ans pour offrir à Ricardo l'éducation qu'il n'a jamais eue lui-même. Qui a vendu sa voiture pour payer le mariage de Cecilia. Qui a passé des nuits blanches lorsque Julia a eu une pneumonie à l'âge de 12 ans. Mon Eduardo, qui est mort fatigué, s'inquiétait de mon sort après son départ, sans savoir que ses enfants ne verraient leur mère que comme un distributeur de billets ambulant. « Tu n'as pas connu ton père », dis-je, la voix dangereusement basse, ce qui fit cesser momentanément les cris. L'homme à qui vous rendiez visite de temps en temps, à qui vous demandiez de l'argent et des faveurs, n'était pas Eduardo. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, après des décennies passées à soutenir des enfants qui n'ont jamais grandi. Tu peux crier autant que tu veux, ai-je poursuivi lorsque j'ai enfin réussi à me faire entendre, ma voix retrouvant une fermeté que je ne lui connaissais pas. Ma décision est prise. Les papiers sont déjà signés. J'ai déjà parlé à des avocats et à des comptables. Oui, Ricardo, je connais la loi. C'est pourquoi j'ai donné tout ce que j'ai pu de mon vivant. Et le reste, il est protégé par des clauses juridiques que même toi, avec tes contacts au tribunal, tu ne pourras pas contourner. L'argent de mon père. L'argent de mon père. Notre argent, s'écrie Julia, renversant non seulement une assiette, mais aussi toute une table d'appoint contenant des photos de famille. Le bruit du verre qui se brise souligne sa fureur. Tu ne peux pas le jeter comme ça. L'argent de ton père, répétai-je, sentant un calme étrange m'envahir, comme si j'avais enfin trouvé le œil du cyclone. Edward est mort en croyant que vous prendriez soin de moi, pas que vous vous battriez comme des vautours pour l'héritage avant même que je ne parte. L'argent que vous convoitez tant, nous l'avons construit ensemble, centime par centime. Lui faisant des heures supplémentaires à l'entreprise de construction, moi cousant jusqu'au petit matin, pour te donner ce que nous n'avions pas. Et voici le remerciement. Tu vas le regretter, maman, menace Ricardo en s'approchant à nouveau, pointant son doigt vers moi comme il le fait avec les témoins acculés au tribunal. Son visage se contorsionne en un masque de colère qui le rend méconnaissable. « Nous allons vous mettre en accusation. Nous allons prouver que vous n'êtes pas mentalement apte à prendre des décisions de cette ampleur. J'ai des amis psychiatres qui peuvent l'attester sans même vous examiner. » J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier depuis de nombreuses années. Un sourire qui m'a rappelé qui j'y étais avant d'être maman, femme, grand-mère. Un sourire qui appartenait à la Dolores d'il y a 20 ans, quand je croyais encore que j'avais ma propre voix. « Essayez », ai-je répondu simplement. Le mot est resté dans l'air comme un défi, petit mais puissant.
J'ai vu le visage de Ricardo se tordre d'incrédulité. Il n'avait pas l'habitude de être mis au défi, encore moins par sa vieille mère qui avait toujours cédé à ses caprices. La réunion a duré encore 1 heure. Le temps des accusations, des menaces et du chantage affectif. Julia s'est même mise à genoux, me suppliant de revenir sur ma décision, ses larmes devenant sincères lorsqu'elle a compris que je n'allais pas reculer. Cécilia a évoqué chaque moment de ma maladie, chaque fois qu'ils étaient là pour moi, oubliant commodément qu'être là signifiait arriver pendant 20 minutes et partir, laissant Zulmira s'occuper de moi. Lorsqu'ils sont enfin partis, en claquant les portes et en promettant des représailles judiciaires, la maison est tombée dans un silence bienheureux. Zulmira est apparue dans le salon, observant la destruction. Vaisselle cassée, photos sur le sol, vase d'orchidées renversé. « Tu vas bien ?» demande-t-elle, ses yeux noirs pleins d'une réelle inquiétude. « Je vais bien, Zulmira », ai-je répondu, et je me suis rendu compte que ce « N » n'était pas un mensonge. Je me suis sentie légère, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des décennies. En fait, je crois que je n'ai jamais été aussi bien. 3 jours plus tard, alors que je prenais mon petit déjeuner dans le jardin, en écoutant les oiseaux qu'Eduardo aimait tant observer, mon téléphone portable s'est mis à sonner sans cesse. Notifications, messages, appels. Je l'ai d'abord ignoré, car J était habitué à ne recevoir que des rappels ou des demandes de la part de mes enfants. Mais lorsque Zulmira est arrivée en courant, son propre téléphone portable à la main, avec une expression de choc et d'amusement sur le visage, j'ai compris qu'Ilès était passé quelque chose d'extraordinaire. « Madame Dolores, il faut que vous voyiez ça », m'a-t-elle dit en me tendant l'appareil. C'est ainsi que j'ai découvert pourquoi Laura enregistrait ce jour-là. La vidéo de notre dispute familiale avait fuité sur TikTok, avec la légende qui allait devenir mon nouveau titre officieux, « Mamie qui annule toute la famille ». Je me suis réveillée un mercredi matin et j'ai découvert qu'à l'âge de 70 ans, J était devenu un mème, une sensation virale, un phénomène Internet. Les mots me semblaient étranges, même dans mes pensées, si éloignés de la vie que j'avais connue, de la femme que j'avais toujours été. La vidéo postée par Laura avait été visionnée plus de 2 millions de fois en 48 heures seulement. 15 minutes montées de la discussion dans mon salon, capturant parfaitement le moment où j'ai annoncé ma décision, les réactions explosives de mes enfants et, surtout, les dernières menaces de Ricardo de me déclarer inapte. Le tout sur fond de musique dramatique et de hashtags tels que Grandmother Warrior et Intergenerational Justice. Mon visage, avec cette expression sévère que j'arborais toujours lorsque je devais imposer des limites, était partout. Montage, parodie, commentaires. Des milliers de personnes débattant de mes choix, de ma vie, de mon droit à faire ce que je veux avec ce qui m'appartient. Des jeunes utilisant des filtres pour paraître vieux et recréant la scène avec des phrases comme « Aucun d'entre vous n'héritera de mon TikTok ». Des commentateurs sur Internet disséquant chaque mot, chaque geste, chaque réaction. Les commentaires étaient très partagés. D'un côté, Reine, elle montre que l'âge n'est pas synonyme de manipulation. Cette femme est ma nouvelle idole. Revendiquer son propre pouvoir à 70 ans, c'est le nouveau 30 ans. Que quelqu'un donne à cette femme une émission de télévision. Pour un autre, vieille femme égoïste, sorcière aigrie. Comment peut-on déshériter ses propres petits-enfants? Les commentaires les plus cruels sont venus d'inconnus, de personnes qui ne m'ont jamais offert une tasse de café, qui n'ont jamais écouté mes histoires, qui n'ont jamais vu mes yeux se remplir de larmes lorsque mes enfants oubliaient mon anniversaire. Elle a l'obligation de le laisser à sa famille, c'est la loi naturelle. Ma tranquillité d'esprit a été envahie de toutes les manières possibles. Mon téléphone fixe sonnait sans cesse, au point que je l'ai débranché. Mon téléphone portable, qui ne recevait que de rares messages de mes enfants demandant des faveurs, vibrait désormais constamment de notifications provenant de numéros inconnus. Des journalistes ont trouvé mon courrier électronique personnel et ma boîte de réception débordait. La sonnette de la porte d'entrée a commencé à retentir à une fréquence alarmante. Des journalistes, des producteurs des émissions télévisées, des curieux qui avaient redécouvert mon adresse d'une manière ou d'une autre, certains apportaient des fleurs, des cadeaux, voire des offres d'argent pour des interviews exclusives. D'autres étaient plus agressifs, presque envahissants, essayant de photographier à travers les fenêtres, criant des questions par l'interphone. Zulmira, ma bonne depuis des décennies, les tenait à distance avec une loyauté et une férocité dont mes propres enfants n'ont jamais fait preuve.
À 65 ans, elle se tenait à la porte comme une sentinelle, faisant fuir les journalistes avec son balai lorsque était nécessaire. « Madame Dolores, le type de la télévision est encore à la porte », m'a-t-elle dit un après-midi particulièrement tumultueux, son visage habituellement serein, visiblement irrité, les mains fermement posées sur les hanches. « Il a dit qu'il allait rester là jusqu'à ce que vous fassiez une déclaration. Il dit qu'il vient de Fantastico. »« Mais qu'il attende alors ?» ai-je répondu, essayant de garder mon calme tout en feuilletant un livre de Virginia Woolf sans vraiment pouvoir me concentrer. Les mots dansaient devant mes yeux, tandis que les pensées tourbillonnaient dans mon esprit. J'ai 70 ans, j'ai plus de patience que lui. Mais la vérité était que la situation commençait à m'étouffer. Moi qui avais toujours chéri ma vie privée, qui trouvais du réconfort dans le silence de ma maison et le rythme tranquille de mes journées, je me retrouvais maintenant au centre d'une tempête médiatique que je n'avais ni demandée ni attendu. J'ai reçu un appel téléphonique de Ricardo, le premier depuis des semaines, qui n'était pas destiné à demander de l'argent ou des faveurs. « Maman, tu te rends compte de ce qui se passe ?» me demande-t-il, sa voix oscillant entre la colère et l'inquiétude calculée. « Tu es devenu un spectacle public. Cela prouve ce que nous disons à propos de tes capacités mentales. Comment va Laura ?» l'interrompis-je, ignorant ses accusations. J'imagine que tu as mal pris le fait d'apprendre qu'elle avait enregistré la vidéo. Le silence à l'autre bout du fil m'a tout dit. Ricardo a toujours eu un tempérament explosif, surtout avec ses enfants. Laura est chez sa mère, finit-il par répondre, la voix tendue. Et c'est notre affaire, l'affaire de la famille. Ne change pas de sujet, il faut mettre fin à ce cirque. Je vais organiser une conférence de presse où tu pourras te rétracter, dire que était un malentendu, que tu testais notre réaction. J'ai raccroché le téléphone au milieu de son discours, une chose que je n'aurais jamais faite auparavant. Le vieil Eduardo avait l'habitude de dire que J était diplomate, même avec les vendeurs pressants. Mais la Dolores d'avant est morte avec lui. La femme qui était née maintenant n'avait plus la patience de jouer. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Cecilia. « Maman, je suis dévastée par tout cela. Les gens au travail demandent, les amis des garçons ont vu la vidéo, nous sommes publiquement humiliés. S'il vous plaît, pensez à la famille. La famille. » Le mot qu'ils ont toujours utilisé pour me manipuler, pour me faire culpabiliser lorsque je donnais la priorité à autre chose qu'à eux. Le mot qu'Eduardo et moi avons pris si au sérieux, sacrifiant des rêves, des projets, notre propre bonheur parfois, tandis que nos enfants le traitaient comme une carte de crédit sans limite. Julia est la seule à ne pas avoir pris contact avec nous. J'ai appris plus tard qu'elle donnait des interviews à la presse à scandale, se présentant comme la victime d'une mère perturbée et instable. Cela a toujours été comme ça, disait-elle à qui voulait l'entendre. Toujours imprévisible, toujours en train de faire tout ce qu'il faut pour attirer l'attention. L'âge n'a fait qu'empirer les choses. Cependant, au fil des jours, l'intensité de la situation a commencé à me peser. Je n'arrivais pas à dormir correctement en pensant au tourbillon qui s'était formé. Je remettais en question ma décision, non pas parce que je pensais qu'elle était mauvaise, mais à cause de l'exposition inattendue qu'elle entraînait. J'avais passé des décennies à être invisible, la mère et la grand-mère toujours disponibles, toujours présentes, mais jamais vraiment vues. Aujourd'hui, soudainement, des millions d'yeux étaient fixés sur moi, chacun avec ses propres attentes et jugements. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je recevais des courriels, des messages sur les médias sociaux que je savais à peine utiliser. L'opinion publique m'avait jugé et condamné sans connaître mon histoire, mes années de silence, les petites morts quotidiennes que je subissais chaque fois que je faisais passer les besoins des autres avant les miens. Certains journaux à sensation titraient « La riche Morumbi déserte sa famille pour provoquer les enfants » ou « Le prix de l'égoïsme. Une vieille femme préfère la charité aux petits-enfants ». D'autres, un peu plus sobres, tentaient d'analyser le phénomène. La vidéo virale qui révèle la tension entre les générations, ou droit de succession, jusqu'où va l'obligation familiale? Un expert en droit de la famille a déclaré lors d'une émission télévisée que J était, dans mon droit, tout en flirtant avec les limites éthiques. Un psychologue a déclaré que mon attitude pouvait être un appel à l'aide d'une femme âgée isolée qui cherche à attirer l'attention. Personne ne m'a demandé ce que je pensais ou ressentais vraiment. C'est alors que j'ai décidé de rompre le silence, mais à ma manière. Pas par des interviews avec de grands journaux ou des chaînes de télévision, mais en utilisant les mêmes armes que celles qui m'avaient mise dans cette situation.
Si Internet pouvait me juger sans me connaître, il pouvait aussi me donner une voix sans intermédiaire. J'ai demandé de l'aide à Laura, celle-là même qui avait tout déclenché. Je ne lui en ai pas voulu. En fait, je ressentais une étrange gratitude. Cette vidéo divulguée avait été comme un miroir forçant tout le monde à regarder la vérité qu'il préférait ignorer. Elle était venue seule, en cachette de ses parents, un dimanche après-midi. Elle était visiblement nerveuse, les yeux gonflés d'avoir beaucoup pleuré ces derniers jours. « Maman, je suis désolée » sont les premiers mots qu'elle prononce en entrant, avant même les salutations. Je voulais juste montrer à mes amis à quel point tu as été courageuse. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait viral comme ça. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant son corps mince trembler contre le mien. Si jeune, si perdue entre la loyauté envers ses parents et le lien qu'elle ressentait inexplicablement avec moi. « C'est bon, ma chérie, » lui ai-je assuré. « En fait, je veux te demander de l'aide. Connais-tu ces... comment les appelles-tu? Les réseaux sociaux? Je veux créer mon propre profil. Je veux parler avec mes propres mots. » Elle me regarde avec surprise. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Eduardo, sont écarquillés. « Maman, tu es sûre de vouloir faire ça ?» demande-t-elle, son jeune visage marqué par une inquiétude sincère qui me touche. Il y a beaucoup de gens toxiques sur Internet, des commentaires horribles. Je ne veux plus que tu sois blessée. J'ai souri, touchant son visage de ma main ridée. Comment pouvait-elle comprendre qu'après des décennies passées à vivre pour plaire aux autres, quelques mots cruels d'inconnus sur Internet étaient le cadet de mes soucis? J'en suis sûre, ma chérie. Parfois, il suffit d'un instant de courage pour tout changer. Et c'est mon moment. Pendant 2 heures, Laura m'a patiemment appris les bases de TikTok et d'Instagram. Nous avons téléchargé les applications sur mon téléphone portable, un cadeau d'anniversaire d'Eduardo 3 ans plus tôt, que je savais à peine utiliser en dehors des appels et des messages. Elle m'a montré comment enregistrer, comment utiliser des filtres que j'ai poliment refusés, comment poster, comment répondre aux commentaires. Lorsqu'elle est partie, j'ai promis de bien réfléchir avant de poster quoi que ce soit. Mais dès que j'ai fermé la porte, je suis retournée dans mon fauteuil préféré, un vieux fauteuil en cuir marron où Eduardo avait l'habitude de lire le journal tous les matins. J'ai arrangé mes cheveux, argentés et courts, comme je le faisais toujours. Je n'ai pas pris la peine de me maquiller ou de m'éclairer. Je voulais qu'il voie exactement qui j'étais, une femme de 70 ans avec les marques d'une vie entière sur son visage, fatiguée de être réduite au silence. Nous avons tourné une simple vidéo. Juste moi, assise dans le même fauteuil où je lisais des histoires à mes enfants quand ils étaient jeunes, où je berçais mes petits-enfants qui venaient de naître, où je pleurais seule après le départ d'Eduardo. Je regarde la caméra en face, sans avoir répété le moindre scénario. Je m'appelle Dolores Mendonça. J'ai 70 ans. Je suis épouse depuis 45 ans, mère depuis 50 ans et grand-mère depuis 20 ans. J'ai consacré toute ma vie à ma famille. J'ai repoussé des rêves, ravalé des larmes, souri quand j'avais envie de crier. J'ai renoncé à une carrière prometteuse de pianiste pour élever mes enfants. J'ai refusé un master en littérature pour m'occuper de mes parents âgés. J'ai accepté un mariage qui, bien qu'heureux, n'a pas toujours été ce dont je rêvais dans ma jeunesse. J'ai fait une pause, sentant une boule dans ma gorge, mais déterminée à continuer. Tout ce que j'ai donné n'a jamais été suffisant. Chaque sacrifice était considéré comme une obligation. Chaque acte d'amour s'est transformé en une attente. Tant que mon mari était en vie, nous étions 2 à porter ce fardeau. Sans lui, j'ai réalisé le poids que j'avais mis sur mes propres épaules. Aujourd'hui, je choisis de donner à ceux qui en ont vraiment besoin et qui l'apprécient. Des femmes comme moi, qui ont consacré leur vie aux autres et qui ont maintenant besoin de redécouvrir qui elles sont. C'est mon choix, mon argent, ma décision. J'ai terminé la vidéo par une phrase que je n'avais pas prévue et qui est simplement venue du plus profond de mon âme. Le véritable amour ne crée pas de dépendance. Il crée des ailes. J'ai revu la vidéo une fois, j'ai hésité quelques minutes, puis j'ai appuyé sur « Publier », comme Laura me l'avait appris. J'ai ensuite éteint mon téléphone portable et je me suis endormie, émotionnellement épuisée, mais avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, les mains tremblantes, je l'ai allumé. Les notifications ont envahi l'écran comme une avalanche. La vidéo avait atteint 100 000 vues en une nuit. Des commentaires par milliers. Des messages privés d'inconnus racontant leurs propres histoires de sacrifices et de regrets familiaux. Le lendemain,
500 000 vues. Le lendemain, 800 000. En l'espace de 48 heures, 1 million de personnes avaient regardé les mots simples d'une femme qui avait enfin décidé de s'exprimer. Et le vent a commencé à tourner. Les commentaires négatifs existaient toujours, bien sûr, mais ils étaient désormais noyés dans une vague de soutien. Madame Dolores, vous m'avez permis d'appeler ma grand-mère aujourd'hui, après des mois. J'ai retrouvé ma mère dans cette vidéo, et j'ai honte de ce que je n'avais pas vu avant. Cette femme m'a donné le courage de dire non à ma famille toxique. 70 ans et plus courageuse que moi, à 30 ans. Des journalistes plus sérieux ont commencé à adopter une approche différente de l'affaire. Un chroniqueur respecté d'un grand journal écrit un article intitulé « Dolores », le prénom qui est devenu un verbe de l'émancipation féminine tardive. Une émission matinale a invité des experts à discuter du phénomène Dolores et de son impact sur les relations familiales contemporaines. Mais surtout, des femmes de mon âge ont commencé à écrire. Des veuves, des divorcées, certaines encore mariées, des femmes qui, comme moi, avaient consacré des décennies à leur famille et qui se demandaient maintenant « Et moi, quand est-ce que mon tour viendra ?» Leur message était long, douloureux, plein d'aveux qu'elles n'avaient peut-être jamais faits à personne. L'un d'eux a écrit « J'ai 73 ans. Mes enfants veulent que je vende ma maison pour les aider financièrement, en disant qu'elle est trop grande pour moi maintenant. C'est dans cette maison que j'ai élevé mes enfants et que je garde précieusement tous les souvenirs de mon défunt mari. J'ai regardé votre vidéo 11 fois. Aujourd'hui, j'ai finalement dit non. » Un autre message disait « Mon fils aîné me traite d'égoïste parce que je veux voyager avec l'argent de ma retraite au lieu de payer l'université privée de ma petite fille. Je pensais que j'avais tort jusqu'à ce que je regarde votre vidéo. J'ai alors compris que quelque chose de plus grand que moi avait été déclenché. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage ou d'argent. Était une question de dignité, du droit des femmes âgées à être plus que des grands-mères, des mères ou des veuves, le droit d'être des personnes à part entière avec des désirs, des besoins et, surtout, des choix. Pour la première fois en 50 ans, j'ai senti que ma voix comptait, pas en tant que médiatrice de conflits familiaux, pas en tant que conseillère pour les enfants à problème, pas en tant que source de ressources financières, mais en tant que Dolores, juste Dolores. Le succès de ma vidéo était la dernière chose à laquelle mes enfants s'attendaient. Au lieu d'une mère confuse ridiculisée en ligne, ils ont découvert un personnage qui devenait rapidement un symbole de l'émancipation féminine dans la vieillesse. Observer la transformation du récit public m'a procuré une satisfaction que je ne peux nier. Mais je savais aussi qu'ils n'accepteraient pas la défaite facilement. La réponse est venue une semaine plus tard, alors que je prenais mon café du matin. Zulmira a allumé la télévision, comme tous les matins, pour regarder les nouvelles. J'ai failli étouffer avec mon thé lorsque j'ai vu le visage de Cécilia remplir l'écran, le maquillage impeccable, bien que légèrement brouillé par des larmes soigneusement programmées, lors d'une interview exclusive pour un programme matinal populaire. J'ai entendu ma propre fille déclarer à tout le Brésil « Maman est atteinte de démence précoce ». Sa voix était brouillée par des larmes aussi fausses que les perles qu'elle portait autour du cou. Des bijoux coûteux qu'elle mettait un point d'honneur à présenter comme authentiques, tout comme son souci filial. Cela a commencé par de petits oublis. Elle sonnait au milieu de la nuit sans savoir l'heure qu'il était. Puis ce sont des comportements erratiques. Elle donnait des sommes énormes à des inconnus qu'elle connaissait à peine, en croyant à des histoires absurdes. Le présentateur, avec une expression de commisération professionnelle, demande « Et quand avez-vous réalisé que la situation était vraiment grave ?» Quand elle a commencé à avoir des délires de persécution, répond Cécilia, une larme solitaire, parfaitement placée, coulant sur sa joue gauche. Elle a commencé à accuser ses propres enfants de ne s'intéresser que à son argent. Elle a imaginé des conspirations, pensant que nous étions tous unis contre elle. C'est classique dans la démence. Paranoïa, méfiance, surtout à l'égard de ses proches. J'ai éteint la télévision avec la télécommande, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une colère que j'avais oublié pouvoir ressentir avec autant d'intensité. Zulmira est restée silencieuse à mes côtés, respectant mon temps d'absorption de cette trahison publique. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle finalement, sa voix douce imprégnée d'une réelle inquiétude. « Je vais bien, Zulmira, » répondis-je en me redressant. En fait, je suis même soulagée. Maintenant, il n'y a plus de doute sur leur véritable identité.
Je n'ai pas été surpris par la contre-attaque. En fait, elle avait pris plus de temps que je ne l'avais prévu. Ce qui m'a choqué, c'est l'impudeur, la volonté d'aller aussi loin. Utiliser la télévision nationale pour me déclarer mentalement inapte était une décision calculée et dangereuse. Cecilia N. n'était pas seule dans sa campagne. J'ai rapidement appris que Ricardo avait engagé 2 psychiatres reconnus pour donner des avis techniques sur mon état mental, alors qu'il ne m'avait jamais examiné. L'un d'eux, je l'ai découvert plus tard, était un ami golfeur de Ricardo et venait d'ouvrir une clinique coûteuse qui avait désespérément besoin d'investisseurs. L'autre était l'ancien professeur de Julia à l'école de psychologie qu'elle avait fréquentée pendant exactement 3 mois avant d'abandonner sous prétexte que C était trop de travail. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années ont soudain donné des interviews sur le fait que J était différente, confuse, sous l'influence d'eau étrangers. Maria Elena, qui jouait au bridge avec moi tous les mois depuis 2 décennies, est apparue dans un podcast pour dire que je n'avais pas reconnu son petit-fils lors de la dernière réunion, oubliant commodément de mentionner que son petit-fils était un bébé sur ses genoux la dernière fois que je l'ai vu, il y a 10 ans. La campagne s'est étendue aux médias sociaux, où de nouveaux comptes ont diffusé des histoires inventées de toutes pièces sur mon prétendu déclin cognitif. « J'ai croisé Madame Dolores au supermarché en pyjama », dit l'un d'eux. « Elle m'a prise pour sa sœur décédée », a affirmé un autre. Des mensonges, tous des mensonges. Je n'avais pas de sœur. L'Internet qui m'avait embrassé était maintenant divisé, avec des hashtags concurrents. Força Dolores contre P.A. Ajudem Dolores. Le récit passait subtilement de brave dame confrontée à une famille ingrate, à femme âgée confuse, exploitée par des opportunistes. Certains des médias les plus sensationnalistes spéculaient déjà sur l'identité de ces étrangers qui m'influençaient et profitaient potentiellement de mes décisions irrationnelles. Pendant ce temps, dans ma chambre, j'ouvrais silencieusement des coffres, des tiroirs et des boîtes que j'avais conservées pendant des décennies. Non pas en désespoir de cause ou dans la confusion, comme mes enfants voudraient le faire croire, mais avec la précision méthodique qui a toujours été ma marque de fabrique. Eduardo disait en plaisantant que j'aurais pu être comptable, tant J était organisé avec les documents et les dossiers. J'ai sorti un vieux coffre en cèdre, celui qu'Eduardo avait ramené d'un voyage au Minas Gerais lorsque nous étions encore en train de construire notre domaine. Des dossiers classés par année et par enfant, des lettres jaunies par le temps, des cartes d'anniversaire avec des promesses jamais tenues, des journaux intimes où j'ai noté chaque déception, chaque nuit blanche à m'inquiéter, chaque moment où j'ai ravalé mes larmes pour ne pas inquiéter Eduardo, des relevés bancaires méticuleusement organisés, des preuves de virements importants, toujours en cas d'urgence pour mes enfants, l'histoire financière et émotionnelle de toute une famille documentée avec la précision de quelqu'un qui, à un certain niveau, a toujours su que ce jour viendrait. Je me suis souvenu de Noël, il y a 5 ans, lorsque Ricardo avait besoin de 200 000 réais pour couvrir un petit problème dans son cabinet d'avocat, un procès pour faute professionnelle qu'il cachait à tout le monde, mais pas à moi, vers qui il s'était tourné en désespoir de cause. L'appartement que j'ai acheté pour Julia lorsqu'elle a divorcé de son second mari, après qu'il ait découvert ses multiples trahisons. Les frais de scolarité en médecine du fils de Cecilia, mon petit-fils Pedro, qui ne m'a jamais rendu visite, mais n'a pas hésité à me demander de l'argent pour des congrès internationaux, où je l'ai découvert plus tard grâce à des photos sur les médias sociaux, il en profitait pour faire du tourisme avec sa petite amie. Au cours des 20 dernières années, depuis que je suis devenue veuve, j'ai distribué plus de 2 millions de réais à mes enfants et petits-enfants. Des cadeaux, des prêts jamais remboursés, des aides d'urgence, des financements d'entreprises qui ont fait faillite, des remboursements de dettes, des voyages éducatifs qui se sont transformés en vacances luxueuses. Tout est documenté, tout est conservé. Je ne l'ai pas fait par méfiance, mais par habitude. Eduardo a toujours insisté sur l'importance de tout enregistrer, en particulier les transactions financières, héritage de sa propre enfance pauvre où il a vu ses parents perdre le peu qu'ils avaient faute de documents appropriés. Garder des papiers ne prend pas de place et peut sauver des vies, disait-il toujours. Je n'avais jamais imaginé que ces papiers sauveraient non pas ma vie, mais ma dignité. J'ai tout rangé méticuleusement dans des dossiers. 40 ans de générosité unilatérale. 40 ans de « juste cette fois, maman » et de
Je te promets de venir te voir plus souvent. Et bien sûr, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je suis juste très occupée. 40 ans d'attente, de déception et de promesses non tenues. La sonnette de la porte d'entrée a interrompu mon archéologie familiale. J'ai entendu les pas légers de Zulmira dans le couloir, suivi de sa voix sur un ton qu'elle utilisait rarement, formel et légèrement hostile. « Madame Dolores, votre fille Cecilia est ici, avec un homme qui se dit avocat. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai ajusté ma position. J'ai passé mes mains dans les cheveux argentés qu'Eduardo avait toujours trouvés si beaux. J'ai ressenti un frisson, non pas de peur, mais de détermination. « Tu peux les laisser entrer, Zulmira, et reste près d'eux, s'il te plaît. » Zulmira a hoché la tête, comprenant la demande implicite. Avoir un témoin pouvait être important. Cecilia entra la première, comme elle le faisait toujours. Hélène n'était pas du genre à attendre les invitations ou les permissions. Elle portait un costume bleu marine que j'ai reconnu comme neuf et cher, probablement acheté spécialement pour l'occasion. Ses cheveux châtain clair étaient impeccablement coiffés, ses ongles parfaitement manucurés. Toujours soucieuse des apparences, ma Cecilia. Derrière elle, un homme d'une 50aine d'années, costume impeccable, mallette en cuir italien, chaussures cirées, le genre d'avocat qui facture à l'heure ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Ma fille ne m'a même pas saluée avant de commencer, rejetant tout semblant d'affection. « Maman, voici le docteur Augusto Pimentel. Il est spécialisé dans le droit de la famille et il est ici pour parler de l'interdiction judiciaire. C'est pour ton bien. » Le docteur Pimentel s'est avancé, m'a tendu une main que je n'ai pas serrée, gardant les bras croisés sur ma poitrine. Il a retiré sa main discrètement, en reniflant, visiblement mal à l'aise avec l'approche directe de Cecilia. « Madame Mendonça, c'est un plaisir de vous rencontrer. Votre fille ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Un mensonge poli dont nous savions tous les deux qu'il n'était que cela. Un mensonge. Nous sommes ici pour parler des options. Votre famille est inquiète. À propos de l'argent, ai-je ajouté, l'interrompant, mes yeux fixés sur les siens sans ciller. Ma famille s'inquiète pour l'argent, docteur Pimentel. Soyons honnêtes, au moins. Cecilia a grimacé. Son visage pâle a pris une couleur rougeâtre qui partait de son cou et remontait vers ses pommettes. Il en avait toujours été ainsi depuis qu'elle était petite. Sa peau la trahissait lorsqu'elle mentait. « Comment peux-tu dire une chose pareille ?» explosa-t-elle, sa voix montant de 2 octaves, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle se sentait acculée. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, les visites, les soins, l'inquiétude permanente, c'est alors que je me suis lentement levée, ressentant une énergie que je n'avais pas connue depuis des années, et que je me suis dirigée vers la bibliothèque du salon. J'y ai pris une grande enveloppe jaune qui pesait des dizaines d'années. Il y avait une enveloppe similaire pour chaque fils, mais celle-ci portait au recto le nom de Cecilia écrit de ma main soignée. J'ai ouvert l'enveloppe avec un calme qui contrastait avec l'agitation intérieure que je ressentais, et j'ai demandé « Veux-tu parler de justice, Cecilia ?» Alors parlons des reçus des 3 fois où j'ai remboursé tes dettes de carte de crédit au cours des 5 dernières années. Ou de l'appartement sur la plage de Guarujá qui est à ton nom, mais que j'ai payé en totalité en guise de cadeau d'anniversaire de mariage. Ou les 27 fois, oui, j'ai compté, où tu as promis de m'emmener chez le médecin pour des examens au cours des 2 dernières années, et où tu as annulé à la dernière minute. J'ai sorti de l'enveloppe un petit carnet où j'avais noté tous les rendez-vous pris et annulés. J'ai passé mes doigts sur les pages, permettant au docteur Pimentel de voir les dates soigneusement notées, les notes précises. L'avocat a regardé Cecilia, visiblement surpris, un sourcil légèrement haussé. Il voit son jugement professionnel se recalibrer en temps réel. Cela n'a rien à voir avec, a-t-elle commencé, mais j'ai continué, sortant document après document de l'enveloppe, les étalant sur la table basse comme les cartes d'un jeu de solitaire. C'est le reçu de l'assurance maladie de Pedro, que je paie depuis 7 ans. Voici la facture de la carte de crédit que tu as utilisée pour rénover ta maison de campagne sans me consulter. 342 000 réais, Cecilia. C'est le prêt accordé à ton mari pour ouvrir la société d'importation qui a fait faillite en 8 mois et dont je n'ai jamais vu un centime. Et ça, j'ai sorti une feuille particulièrement significative. C'est la transcription de la seule visite que tu m'as faite à l'hôpital quand j'ai eu une pneumonie il y a 2 ans. 12 minutes chronométrées par l'infirmière à ma demande.
12 minutes au cours desquelles vous avez parlé 10 fois de vos problèmes et m'avez demandé de l'argent pour le voyage à Paris que vous prépariez. Ma voix est restée calme, presque didactique, comme lorsque j'enseignais les mathématiques à Ricardo quand il était petit. Pas d'accusations émotionnelles, juste des faits, numéro après numéro, date après date. Et c'est tout ce que j'ai sur toi. J'ai les mêmes dossiers pour tes frères. 40 ans de sacrifice, Cecilia. 40 ans à te voir consommer tout ce que j'ai construit, à me promettre des visites qui ne sont jamais venues, des remerciements qui ne sont jamais venus. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Cecilia semblait avoir rapetissé, son costume coûteux paraissant soudain trop grand pour son corps. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu dans ses yeux quelque chose de proche de la honte. Le docteur Pimentel a reniflé à nouveau, ajustant sa cravate comme si elle était soudain trop serrée, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Il a regardé les documents éparpillés. Cecilia, puis moi, son évaluation professionnelle de la situation étant clairement altérée. Madame Mendonça, peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation à un autre moment, a-t-il suggéré, ramassant déjà sa mallette, visiblement désireux de échapper à ce qu'il réalisait maintenant être un champ de mine familier. Il n'y aura pas d'autre moment, docteur, répondis-je fermement, en gardant mon regard fixé sur le sien. Et je suggère qu'avant de déposer une demande d'interdiction, vous considériez 2 faits importants. Premièrement, j'ai toutes mes facultés mentales intactes. Comme mon médecin depuis 20 ans, le docteur Paulo Mendes, vous le connaissez peut-être, c'est un expert judiciaire, peut l'attester. Et deuxièmement, que j'ai documenté toutes les manipulations, toutes les pressions financières et toutes les promesses non tenues que j'ai subies de la part de mes enfants inquiets. J'ai fait une pause, laissant mes paroles être complètement absorbées. Si cette famille insiste pour me traîner devant le tribunal, docteur Pimentel, ce ne sont pas seulement mes capacités mentales qui seront jugées, mais leur caractère. Et j'ai 40 ans de preuves que je préférerais ne pas rendre publiques. Mais je le ferai si nécessaire. Cecilia ouvre la bouche pour répliquer, mais l'avocat pose une main sur son bras, un geste subtil mais définitif. Il savait reconnaître une bataille perdue d'avance. Et surtout, il savait reconnaître un adversaire qui n'était pas la vieille femme confuse et manipulable qu'on lui avait décrite. « Je comprends votre position, Madame Mendonça », dit-il en sortant une carte de visite de sa poche et en la posant sur la table. « Si vous changez d'avis et souhaitez discuter des options, n'hésitez pas à me contacter. » Ils partirent peu après, Cecilia silencieuse, une version amoindrie de la femme confiante qui était entrée. À la porte, elle a hésité, comme si elle voulait dire quelque chose de plus. Nos regards se sont croisés, mère et fille, séparés non seulement par des générations, mais aussi par un abîme d'attentes insatisfaites de part et d'autre. Pendant un bref instant, j'ai vu en elle la petite fille de 7 ans qui s'asseyait sur mes genoux lorsque je lui lisais des histoires, qui jurait que J était la meilleure maman du monde lorsque je préparais son gâteau au chocolat préféré. Quand cette enfant s'est-elle transformée en cette femme amère et calculatrice, capable d'essayer de faire déclarer sa propre mère incapable par les tribunaux pour de l'argent. Le moment est passé. Elle mit son sac sur son épaule, leva le menton dans un geste que je reconnus comme le mien et partit sans se retourner. Ce soir-là, seul dans ma chambre, en regardant les vieilles photos alignées sur la coiffeuse, le jeune Eduardo souriant avec le petit Ricardo sur ses genoux, Cecilia habillée pour sa première communion, Julia lors de la remise de son diplôme de fin d'études secondaires. J'ai pleuré pour la dernière fois à cause d'elle. Non pas de tristesse pour la perte de ce qui n'a jamais vraiment existé, mais de soulagement pour la libération d'une illusion que j'avais portée pendant des décennies. Les masques étaient complètement tombés. Le jeu était terminé. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais pas perdante. Le courriel est arrivé un mardi matin, alors que je prenais mon café sur le balcon. Parmi les messages haineux et les demandes d'interview, l'un d'eux se distinguait par sa simplicité. « Madame Mendonça, je m'appelle Elena Campos. Je suis journaliste d'investigation et réalisatrice de documentaires. Je ne suis pas intéressée par le scandale, mais par la vérité qui se cache derrière. J'aimerais raconter votre histoire, si vous êtes prête à la partager. J'ai lu l'email 3 fois, j'ai cherché le nom d'Elena. J'ai regardé quelques-uns de ses travaux antérieurs, des documentaires sur des femmes qui ont défié les attentes, brisé des cycles d'abus, réinventé leur vie après 50 ans. Quelque chose en elle m'a inspiré confiance. J'ai répondu et pris rendez-vous pour un café. Lorsque nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un café discret,
J'ai immédiatement réalisé qu'Elena était différente. Il n'y avait pas de magnétophone jeté devant moi, pas de questions sensationnelles, juste une femme de âge moyen, avec des yeux attentifs et un bloc-notes, qui a commencé par une question simple. « Comment vous sentez-vous par rapport à tout cela ?» Personne ne m'avait encore posé cette question. Ni mes enfants, ni les journalistes, ni les milliers d'inconnus qui commentent en ligne. Ce que je ressens. La question m'a prise au dépourvu, et j'ai senti mes yeux pleurer. « Soulagé ?» ai-je répondu en toute sincérité. Fatigué, mais soulagé. Nous avons parlé pendant des heures, de mon enfance à la campagne, de mon mariage avec Eduardo, des premières années difficiles au cours desquelles nous avons construit notre propriété à partir de rien, de la façon dont j'ai élevé mes enfants, en pensant toujours à leur avenir, en épargnant, en investissant, en planifiant. Comment, après la mort d'Eduardo, je suis lentement devenu un simple guichet automatique pour ma famille. Je veux raconter votre histoire dans un documentaire, a déclaré Elena lorsque nous avons terminé notre 3e café. La vraie histoire, pas le mème, pas le scandale, la femme derrière la décision. J'accepte, ai-je répondu sans hésiter. Mais j'ai une condition, aucun membre de ma famille ne sera interviewé. Elena hausse les sourcils de surprise. Elena a haussé les sourcils, surprise. Cela pourrait sembler partial. Ils ont déjà eu des décennies pour s'exprimer, ai-je expliqué. Ce sera mon moment de parler, seulement le mien. Au cours des semaines suivantes, j'ai ouvert ma maison, mes albums de photos, mes journaux intimes et mes souvenirs aux caméras d'Elena. J'ai parlé des sacrifices silencieux consentis par les femmes de ma génération. J'ai parlé de la façon dont j'ai été élevée pour servir, pour s'aider, pour placer la famille au-dessus de tout, y compris de moi-même. La décision de tout donner n'a pas été prise du jour au lendemain, ai-je expliqué à la caméra. C'est le résultat d'années d'observation du cycle de dépendance et d'ingratitude que j'ai moi-même contribué à créer. Lorsque j'ai réalisé que mes enfants apprenaient à mes petits-enfants à me considérer comme une banque et non comme une personne, j'ai su que je devais briser ce cycle. La bande-annonce du documentaire est sortie 3 mois plus tard. 30 secondes qui capturaient l'essence de mon parcours et se terminaient par une phrase que j'avais prononcée lors de l'une des interviews. « Je suis la femme qui a brisé le cycle. » En 24 heures, 2 millions de vues. En 48 heures, 5 millions. Les commentaires ont inondé l'Internet. Cette fois, beaucoup me soutiennent. Dolores Mendonça est la grand-mère dont nous avons tous besoin, mais que peu de gens méritent. Les jours qui ont précédé la sortie du documentaire ont été un tourbillon. J'ai reçu une notification du tribunal. Mes enfants essayaient d'empêcher la diffusion du documentaire, en invoquant une atteinte à la vie privée et la diffamation. Elena m'a assuré que nous étions légalement protégés, que tout ce que j'avais partagé était ma propre expérience, mes propres souvenirs. Malgré cela, la bataille juridique a été féroce. Lors d'une audience préliminaire, j'ai dû écouter mon propre fils, Ricardo, me décrire comme une dame aigrie, manipulée par des opportunistes, incapable de discerner la réalité de la fantaisie. Le juge, un homme d'un âge proche du mien, m'a regardé d'un œil fatigué, restée silencieuse, laissant parler mon avocat. Ce n'est que lorsque Ricardo a terminé sa prestation que le juge s'est tourné vers moi. « Madame Mendonça, voulez-vous dire quelque chose ?» Je me suis levée lentement, sentant le poids de mes 70 ans et la force de mes convictions. « Votre honneur, je n'ai qu'une question à poser à mon fils. Quand m'as-tu rendu visite pour la dernière fois sans me demander d'argent ?» Le silence dans la salle est assourdissant. Ricardo pâlit, cherchant des mots qu'il ne trouve pas. Le juge refuse l'injonction. Le documentaire sera projeté. La première a eu lieu dans un petit cinéma d'art et d'essai. Assis à côté d'Elena, je regardais ma vie projetée sur un écran géant. Les images du thé fatidique, capturées sur le téléphone portable de Laura, semblaient encore plus percutantes lorsqu'elles étaient mises en contexte avec de vieux enregistrements audio de mes enfants faisant des promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Le documentaire ne m'a pas dépeint comme un saint. Il montrait aussi mes erreurs, comment j'y étais trop permissive, comment je remplaçais la présence par des cadeaux, comment j'y étais lente à imposer des limites. Il a montré la complexité d'être une mère, une grand-mère, une veuve et, enfin, une femme qui redécouvre sa propre identité. Lorsque les lumières se sont allumées, le public s'est levé dans une ovation qui m'a laissé sans voix. Des personnes que je n'avais jamais vues auparavant pleuraient, applaudissaient,
s'approchèrent de moi pour me serrer la main ou simplement me dire « merci ». Une semaine après le lancement, parmi les centaines de messages que je recevais chaque jour, j'en ai trouvé un qui m'a serré le cœur. Une simple enveloppe à elle écriture enfantine. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main et une photo. Il s'agissait de mon arrière-petit-fils Miguel, âgé de 7 ans, le fils de Pedro. Sur la photo, le garçon souriait à côté d'un dessin qu'il avait fait, une dame aux cheveux gris avec une couronne. « Grand-mère Dolores, je suis désolée de ce qu'ils ont dit sur toi. Papa ne me laisse pas te rendre visite, mais quand je serai grand, je te retrouverai. Je t'aime. » Était la première fois depuis des mois que je pleurais, pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que j'avais gagné, et pour l'espoir contenu dans l'innocence d'un enfant qui me connaissait à peine, mais qui, d'une manière ou d'une autre, comprenait ce que les adultes ne pouvaient pas voir. L'hiver est arrivé, et avec lui, une nouvelle phase de ma vie. J'ai vendu le manoir où j'ai élevé mes enfants, où j'ai accumulé des souvenirs et, finalement, des déceptions. Il a été plus facile que je ne l'imaginais de me débarrasser de cet espace qui, ces dernières années, était devenu plus un mausolée qu'une maison. L'argent de la vente, ainsi que mes économies et les investissements qu'Eduardo et moi avions faits, ont été consacrés à la création d'une fondation. Je l'ai appelée « Nouveau départ », dédiée aux femmes de plus de 60 ans qui avaient besoin d'un soutien financier, émotionnel et social pour réinventer leur vie. J'ai emménagé dans un modeste appartement dans un complexe résidentiel pour personnes âgées. Pas une maison de retraite, comme mes enfants l'ont fait croire, mais une communauté dynamique où chaque résident avait son propre espace et son autonomie, ne partageant que les espaces communs et les activités. Pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie légère, libérée du poids des attentes, des demandes déguisées en inquiétude, des sourires forcés lors des repas de famille. J'ai commencé à participer à des groupes de lecture, à des cours de peinture et à des conférences sur les finances personnelles. Un après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu. Était Elena. « Dolores, as-tu vu l'impact de ton documentaire ?» Oh, me demande-t-elle, l'excitation transparaissant dans sa voix. J'ai reçu beaucoup de messages, ai-je répondu en regardant la pile de lettres sur mon bureau. Des femmes de tout le pays écrivaient, partageant des histoires similaires, me remerciant d'avoir donné une voix à quelque chose que beaucoup ressentaient, mais que peu osaient exprimer. Ce n'est pas tout, poursuit Elena. Les Nations Unies organisent une conférence sur les femmes et le vieillissement. Ils veulent que tu sois l'un des principaux orateurs, représentant le Brésil. Je suis restée silencieuse, absorbant l'ampleur de la chose. Moi, parler aux Nations Unies? Votre histoire trouve un écho auprès de millions de femmes dans le monde, Dolores. Des femmes qui ont consacré leur vie aux autres et qui se battent aujourd'hui pour retrouver leur propre existence. Des femmes invisibilisées qui refusent de disparaître. J'ai accepté l'invitation. À l'âge de 71 ans, j'ai pris mon premier vol international seul. Devant un public de 2000 personnes, j'ai parlé de la rupture du cycle des attentes qui emprisonnent les femmes, du courage de dire non, du droit de choisir sa propre fin. Mon discours a été traduit en 12 langues. J'ai reçu des invitations à parler dans des universités, des programmes télévisés et des podcasts. La grand-mère qui a annulé sa famille est devenue la femme qui a inspiré une génération. Parmi les centaines d'événements et d'engagements, j'ai trouvé un nouveau but. Dans les conversations que j'ai organisées avec d'autres femmes âgées, j'ai entendu des histoires douloureusement similaires à la mienne. Des femmes qui avaient été des mères, des épouses et des filles exemplaires, faisant toujours passer les autres en premier, remettant toujours à plus tard leurs propres rêves, croyant toujours que leur valeur résidait dans leur sacrifice. Le véritable héritage que nous pouvons laisser, leur disais-je, n'est pas de l'argent ou des biens. C'est l'exemple qu'il n'est jamais trop tard pour se réapproprier sa propre vie. Les années ont passé à une vitesse que seule la vieillesse semble connaître. J'ai atteint 75 ans, puis 80 ans. Mon corps a commencé à faiblir d'une manière que ma détermination n'a pas pu compenser. J'ai dû réduire mes voyages, mes conférences et mes apparitions publiques. Mes enfants, j'avais de temps en temps des nouvelles d'eux par l'intermédiaire de connaissances communes. Ricardo avait divorcé à nouveau. Cecilia était partie au Portugal. Julia, ironiquement, était rapprochée des projets sociaux. Peut-être une tentative de soigner son image, peut-être une véritable prise de conscience. Mes petits-enfants ont grandi et sont partis chacun de leur côté. Certains ont essayé de reprendre contact au fil des ans,
toujours avec ce malaise palpable de quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter en dehors de la dynamique établie. Seule Laura a maintenu une relation constante, me rendant régulièrement visite, partageant sa vie, ses doutes, ses rêves, et Miguel, mon arrière-petit-fils, qui s'est présenté un jour à ma porte, à l'âge de 15 ans, contre l'avis de son père, bien décidé à rencontrer la grand-mère rebelle dont il avait tant entendu parler. Un après-midi de printemps, ressentant la fragilité que confère l'âge de 83 ans, j'ai décidé d'enregistrer un dernier message. Je me suis assise au même endroit où j'avais enregistré ma première vidéo, avec maintenant plus de rides, des cheveux complètement gris, mais les mêmes yeux déterminés. Je m'appelle Dolores Mendonça. J'ai consacré ma jeunesse à ma famille, ma maturité à ma libération et ma vieillesse à aider d'autres femmes à trouver leur voie. Aujourd'hui, je veux laisser un dernier message à mes enfants, à mes petits-enfants et à tous ceux qui ont suivi mon parcours. Vous n'avez pas besoin d'un héritage, vous avez besoin de honte. Honte de penser que vous méritez les fruits du travail des autres. Honte à vous de confondre amour et servitude. Honte à vous d'attendre d'une femme qu'elle n'existe que pour vous. Je fais une pause. Je respire profondément. Aux femmes qui m'ont suivi, qui ont été inspirées par mon histoire, rappelez-vous, votre valeur n'est pas dans ce que vous donnez, mais dans ce que vous êtes. C'est à vous de vivre votre vie. C'est à vous d'écrire votre histoire. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre. 3 ans plus tard, par une paisible matinée d'automne, j'ai quitté ce monde. Non pas seul, comme mes enfants l'avaient craint, mais entouré des femmes extraordinaires que j'avais rencontrées au cours de mon voyage tardif. Des femmes qui, comme moi, avaient trouvé la force de briser les cycles, de se réinventer, d'exister selon leurs propres termes. Mes funérailles n'ont pas été un événement de deuil, mais une célébration. Les histoires racontées ne portaient pas sur la qualité de la mère ou de la grand-mère que j'avais été, mais sur le nombre de vies que j'avais touchées, le nombre de femmes qui avaient trouvé du courage dans mon exemple. Laura était là, devenue une femme mûre. Miguel aussi, un jeune adulte qui m'avait à peine rencontré, mais qui avait d'une certaine manière saisi l'essence de ce que je représentais. Et, à ma grande surprise, Julia est apparue à la fin de la cérémonie, silencieuse, regardant de loin, ses yeux révélant une compréhension tardive que les mots ne pouvaient exprimer. Mon testament a été ouvert quelques jours plus tard. Mes enfants sont venus au cabinet de l'avocat, espérant toujours que j'avais fini par céder, que je leur avais laissé quelque chose. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une simple feuille de papier avec une seule ligne. Mon héritage, c'est le courage. Que celui qui le veut l'ait, ainsi, même après mon départ, mon message a continué à résonner. Non pas à travers des biens ou des comptes bancaires, mais à travers les vies que j'ai transformées, les femmes que j'ai inspirées, le cycle que j'ai brisé. Moi, Dolores Mendonça, j'ai finalement compris que l'héritage le plus précieux que nous puissions laisser n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous libérons. Ce n'est pas ce que nous donnons aux autres, mais la permission que nous nous donnons à nous-mêmes de vivre pleinement jusqu'à notre dernier souffle.